Il a présenté le journal de 20 h pendant des années, sur TF1 d'abord, mais surtout sur Antenne 2. Également associé au Téléthon, au dossier de l'écran et à de nombreuses soirées spéciales, comme par exemple La Nuit des Étoiles, qu'il a présenté avec Hubert Reeves pendant 10 ans. C'est un journaliste très attaché à son indépendance, ce qui lui a valu quelques mises à l'écart lorsque ses prises de position devenaient trop gênantes. Très apprécié des téléspectateurs français, on a pu le voir en 2005 sur TV5 avec l'émission Rideau Rouge. Tout au long de cette semaine, nous allons le découvrir dans VIP de manière plus approfondie. La valeur qu'il a choisie, la résistance, son coup de gueule, le scandale des prisons françaises, son coup de cœur, un hommage à Badinter. Et bien sûr, nous évoquerons aussi son enfance et la place de Dieu dans sa vie. Claude Sérillon, bonjour. Bonjour à vous. Vous avez un beau parcours télévisuel derrière vous. On n'a pas pu vous citer, évidemment, vous avez fait tellement de choses, mais quand vous vous retournez, vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Oui, autant que ce sentiment puisse être un sentiment professionnel. Oui, j'ai une certaine fierté des missions que j'ai pu faire, de participation à des grands événements. Oui, tout à fait, oui. Je crois que j'ai été très privilégié. J'ai été incroyablement privilégié. Pourquoi? Parce que je venais de Nantes, où j'ai fait mes études. J'ai commencé à la presse écrite pendant 2 ans. Je faisais les faits divers, les chiens écrasés, après Océan. Et puis je suis monté à Paris, l'ORTF, les derniers temps de l'ORTF, Antenne 2 avec un président formidable qui était Marcel Julien. Et puis une petite équipe de rédaction où on apprenait à tout faire. Hein. Moi, je suis arrivé, j'ai carqué les yeux, j'appelais mes parents pour leur dire, vous savez, j'étais dans la même cabine que Roger Coudert et Léon Zitrone. Donc c'était ça a été assez formidable, c'était un enchaînement de circonstances. Théoriquement, je devais même rentrer dans la presse écrite plutôt et au journal Le Monde. Je suis rentré à la télé. Ensuite, j'ai fait des reportages, je suis passé à l'antenne. Et puis voilà, ça s'est marqué. Et j'ai eu beaucoup de chance de travailler. Vous rappeliez gentiment Hubert Reeves, travaillé avec Maurice Reims, travaillé avec Cousteau. J'ai présenté plein d'émissions exceptionnelles. Je suis très fier d'avoir participé à la création du Téléthon aussi, avoir fait Géopolis. Oui, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé pour, j'ai sacrifié peut-être un certain nombre de choses, mais ça a été des moments de grande intensité où j'ai pu vivre sur des lieux de drame, hein, Sarajevo, l'Éthiopie ou autre, ou Beyrouth, c'était pas évident à vivre, mais je crois que pour l'essentiel, d'abord j'ai choisi de faire ce métier, j'ai pu le faire dans des conditions extrêmes en représentation, en capacité de diffusion d'images et d'informations, donc c'est plutôt bien. Oui. Avec cette chance aussi, parce que je pense que c'en est une, d'avoir été à la fois donc dans l'actualité, avec tout ce que cela comporte d'immédiateté de l'information, et aussi dans le magazine, où on est plus dans l'analyse, plus dans le recul. Oui. Moi, je dis toujours, je crois que j'ai présenté le journal de 20 h pendant globalement 7 ans ou 7 ans et demi. C'est, à mon avis, la chose la plus facile que j'ai pu faire. Et c'est sans doute, pourquoi la plus facile? Parce que vous avez 200 ou 250 personnes qui travaillent pour vous, et que vous êtes la vitrine. Mais oui, c'est certainement dans les émissions magazines que j'ai pu présenter, concevoir, je pense à Géopolis ou Place Publique ou autre, que j'ai trouvé le plus d'intérêt, le plus d'envie, de désir, de faire découvrir des choses, de rester curieux de tout, quoi. La télévision d'aujourd'hui, vous l'analysez comment Elle est différente de celle que j'ai pu pratiquer au début. Soumise à l'audience. Elle est soumise à l'audience. Bon, moi là, depuis un peu moins d'1 an, je n'y suis plus, mais je la regarde pas mal. Bon, voilà, il y a tout le style de cette télévision du jeu, c'est-à-dire où tout le monde parle de soi. Les téléspectateurs est devenu le héros de sa propre télévision, parce qu'il vient raconter les violences qu'il a subies, l'inceste, l'obésité, toutes ces histoires. S'il est amoureux ou s'il n'est pas amoureux, tout le monde se déballe. C'est-à-dire qu'on est devenu le héros de ce que l'on regarde. Je trouve que, bon, voilà, c'est un style, c'est un genre. Moi, je suis pas franchement ma tasse de thé. Je préfère lire ou écrire ou écouter la radio ou voyager ou aller voir des gens. Je pense que la télévision a fabriqué petit à petit son propre univers. Donc, c'est comme ça que de temps en temps on se réveille quand il y a des crises sociales ou sociétales, comme on dit. Tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est peut-être pas la vraie réalité, qu'il faudrait peut-être aller voir un peu plus près. C'est quoi un bon journaliste, d'après vous? C'est quelqu'un de curieux, qui ne cherche pas à plaire, qui même... Moi, j'aime bien les gens qui dérangent,
Parce que quand vous dérangez, vous obligez forcément votre esprit à être curieux de tout, à essayer de voir si une idée reçue, une idée majoritaire, à l'épreuve des faits, elle est peut-être pas aussi majoritaire que ça. Donc c'est surtout l'idée de la curiosité, de l'envie, de l'instinct de curiosité, vous voyez. C'est ça, moi, pour moi. J'ai eu l'occasion de recruter, comme on dit, d'engager beaucoup de jeunes journalistes. J'ai toujours fonctionné plutôt comme ça. J'ai toujours cherché des gens qui avaient une envie, un désir, une curiosité pour les autres. Et puis alors, ça paraîtra peut-être un peu idiot, je crois qu'il faut aimer les gens. Aimer, ça veut dire s'intéresser à eux. Et quand vous avez des journalistes qui aiment les gens, ils vont forcément, via l'image, le son, ou avec un stylo sur un carnet, ils vont plus vers les gens. Ils les écoutent, ils vérifient ce qu'on leur dit. Et ils ne prennent pas pour argent comptant ce qu'on vous raconte, que ce soit des gens très haut placés ou autres. Je crois qu'il y a une idée d'équité d'écoute, vous voyez. Et écouter tout le monde, quel qu'il soit, que ce soit VIP ou pas, avec la même qualité d'audition. Alors, on connaît le journaliste, on connaît peut-être un peu moins l'écrivain. Vous sortez une série de nouvelles qui s'appelle Tudor, non, je rêve, aux éditions Panama. L'écriture, c'est pas nouveau chez vous, hein. Il y a déjà une série de livres, que ce soit des essais, des romans, ça, voilà. Nouvelles, donc là, nouveau genre. C'est souvent les journalistes qui les écrivent, ça vous taraude, ça vous travaille, c'est une nécessité? Oui, moi j'ai fait des essais donc, qui étaient sur l'humanitaire et le monde judiciaire, donc ça c'était un peu à part, mais le reste c'est surtout la fiction, parce que j'ai éprouvé au bout d'un moment le besoin justement de me détacher de l'obsession de la réalité. Quand vous êtes journaliste, vous êtes au journal, quand vous dirigez une rédaction, quand vous faites des magazines, vous devez vérifier des faits, être très scrupuleux, très honnête là-dessus. Et donc, dans la fiction, vous avez cette espèce de totale liberté, vous pouvez raconter toutes les histoires les plus bizarres, les plus perverses, les plus drôles ou les plus surprenantes que vous voulez. Donc cette liberté de l'écriture, du mot, de l'invention d'une situation me plaît bien. Ça me permet de rentrer justement dans mes rêves ou dans mes cauchemars ou dans mes fantasmes. Et j'aime bien cette démarche parce qu'elle est comme une démarche d'équilibre. Vous savez, entre rêve et réalité, entre ce que l'on éprouve quelquefois un peu rudement, et puis ce qui vous fait gamberger, comment vous pouvez commencer à délirer. Il y a toujours ce jeu de société quand vous êtes avec des amis. Vous commencez une phrase, puis votre voisin il la poursuit, ainsi de suite. Et tout d'un coup, on invente une histoire. Oui, tout à fait. On se met à inventer une histoire. Et au fond, l'écriture, c'est ça, au départ d'un roman. Après, il y a le travail de l'écriture proprement dit, mais l'écriture d'un roman ou d'une nouvelle, c'est ça. Alors, deux manières de vous découvrir autrement, lire le dernier livre et puis continuer de regarder VIP toute cette semaine. On va apprendre à vous découvrir, Claude Sérillon. Merci beaucoup. Merci à vous. En 1979, alors responsable de la revue de presse du journal d'Antenne 2, il tient tête à son patron Jean-Pierre Elkabbach et consacre toute sa revue de presse à l'affaire des diamants de Bokassa, mettant ainsi en cause l'honnêteté du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Il est alors écarté de l'antenne. En 1987, année électorale, cette fois-ci, c'est Claude Contamine, alors PDG d'Antenne 2, qui le met à l'écart, lui reprochant de déplaire aux hommes politiques et particulièrement à ceux de droite. Son franc-parler et son insolence lui ont souvent coûté sa place, mais il a toujours gardé le cap, son cap en tout cas. Il a toujours résisté et la résistance, Claude Sérillon, c'est donc la valeur que vous avez choisie, une valeur qui vous colle à la peau. Il n'y a aucun souci. Là, j'ai évoqué d'autres affaires, je crois qu'il y en a d'autres encore derrière. Oui, la dernière en date étant la raison de mon licenciement de France Télévisions, c'est-à-dire que le Premier ministre de l'époque, à savoir M. Jospin, refusait de venir au journal parce que, paraît-il, je l'avais interviewé un peu brutalement. Voilà. Donc ça arrive à droite comme à gauche, malheureusement, c'est les rapports entre le pouvoir et la télévision. Mais non, si j'ai choisi la résistance, c'est parce que je trouve que, justement, on est exactement en ce moment dans une nécessité de résistance au communautarisme, de résistance à une forme de régression de la société sur les femmes, sur, je dirais, des valeurs de fraternité, sur tout un tas de choses. Moi, je trouve que cette société française est en train de se replier incroyablement. Comme si, effectivement, pour des raisons économiques et sociales, on peut comprendre que les gens prennent peur, s'angoissent, aient peur de changement, aient peur d'aller de l'avant, de s'ouvrir aux autres, aient peur de celui qui n'a pas la même couleur de peau, ou pas la même religion, bon, peut-être. Mais tout ça conduit notre société à être extrêmement régressive sur les droits des gens, c'est-à-dire qu'on est quand même en train de faire croire
qu'un policier, c'est plus important qu'un instituteur. Et moi, je crois fondamentalement le contraire. Je crois qu'une société, si elle veut rester ouverte, si elle veut rester en appétit pour les autres, et le monde maintenant est interdépendant, eh bien, il faut que l'instituteur, ça soit le numéro un. Et donc, je crois beaucoup à l'idée de résistance, de rébellion. Je suis toujours très admiratif. Moi, je suis vraiment pas un militant politique. Je n'ai pas ce courage ni cette abnégation. Je ne suis pas un très grand résistant. J'ai simplement de temps en temps su dire non. Et je crois qu'il faut savoir dire non de temps en temps, mais il faut savoir dire oui aussi. Mais la résistance de tout un tas de gens dans le monde entier est formidable. Les gens qui se battent, les gens qui se battent dans des ONG, les gens qui se battent politiquement, les gens qui se battent pour leur dignité, simplement, pour pouvoir avoir la possibilité de manger. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui, en France, ont à peine de quoi manger. Et dans le reste du monde, il y a plein de gens qui se battent. Donc, cette capacité de résistance, je trouve ça formidable. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui... Même si c'est des résistances que j'ai du mal quelquefois à comprendre, hein, pour lesquelles je ne serais évidemment pas d'accord, mais je me dis que l'idée même de rébellion est une idée très saine. Ça nous ramène à une phrase de Victor Hugo qui dit « On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées ». Ouais. Une invasion qui est sans doute plus sournoise. Oui, qui est beaucoup plus sournoise, bien sûr. Et puis, petit à petit, on vous impose quelque chose, soit d'ailleurs avec le mécanisme médiatique, c'est-à-dire tout d'un coup, on veut absolument que tout le monde pense à peu près la même chose. Ah, c'est de votre faute alors, vous, oui, journaliste qui avez fait partie, qui faites partie de ce système. Mais bien sûr, il y a une part de responsabilité importante, bien sûr. Vous savez, quand entre l'été 2001 et le premier tour de la présidentielle, vous avez pu voir, en 2002, vous avez pu voir le nombre de faits divers. Tout le monde parlait. On a l'impression que la France était à feu et à sang, qu'il y avait que ça, il y avait que des pédophiles, que des... là, on a vu il y a quelques mois, comme la manière dont les médias ont rendu compte, ont découvert la banlieue, et tout d'un coup, c'était là aussi, c'était tout le monde brûlait. C'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup plus. Ça demande un travail permanent, une acuité de regard, d'écoute, pour effectivement essayer de faire comprendre ce monde complexe, difficile, qui a dès qu'il se passe quelque chose dans un coin du monde, ben évidemment, ça a des conséquences un peu partout. Et comment entrer en résistance alors? Ben, je pense que d'abord, c'est par le travail. Oui. Je vais peut-être être prétentieux, mais je crois que souvent il y a beaucoup de paresse, notamment dans le monde de l'information. Comme on est dans un monde d'immédiateté, d'émotion, à tout prix, on ne travaille pas beaucoup, on ne va pas vérifier ce qui se dit. Ou alors on abuse des images en plan serré, vous savez le nombre de gens qui ont le poing levé, qui hurlent à mort, à mort, à mort quelque chose, puis en fait si on élargissait un peu, on s'apercevrait que c'est pas grand monde. L'image de l'Irak, où on fait tomber la statue de Saddam Hussein. Il y a, d'après tous les témoins, il y a moins de 200 personnes sur cette grande place. Moi, je suis allé à Bagdad, mais alors que Saddam Hussein était au pouvoir, je connais un peu cette place-là, elle est gigantesque. Et là, on avait cadré serré, tout d'un coup, on a l'impression que c'était une foule, mais il n'y avait pas grand monde. Donc, cette espèce de manipulation qui se fait, si on n'entre pas en résistance là-dessus, si à chaque fois qu'on nous dit quelque chose, on pense ça comme argent comptant, on ne va pas s'en sortir, on va rester dans nos replis, dans nos espèces de petites réactions, je dirais, de groupe. Et je crois que c'est important d'être en... La curiosité, la résistance, tout ça, c'est lié. Parce que forcément, ça vous amène à avoir de la pondération sur des grandes modes, des grandes vagues. Il faut penser comme ça, ou alors tout d'un coup... Du recul. Vous savez, c'est comme pour la grippe aviaire ou autre, tout ça, c'est par vagues successives et tout. Et pendant ce temps-là, il y a 1000 fois plus de gens ou 10 000 fois plus de gens qui meurent du sida. Mais on n'en parle pas, on n'en parlera qu'au mois le 1er décembre pour le SIDAction. C'est ça qui me trouble beaucoup, c'est cette espèce d'incapacité que nous avons à essayer de garder raison sur beaucoup d'événements. En quelques mots, qui pourrait représenter cette valeur de la résistance pour vous? Là, encore vivant, il y a Mandela. Hein. Pour moi, c'est certainement celui qui symbolise le mieux. C'est un parcours exceptionnel de cet homme, qui vient quand même d'une résistance armée très violente, qui va changer sa manière d'être, qui va rester 28 ans en prison, qui va devenir président, en passant un accord avec un blanc, avec quelqu'un qui menait la ségrégation, et qui va aussi imposer, quoique n'étant plus au pouvoir, ses comités vérité et réconciliation. Je trouve que c'est un exemple exceptionnel.
exceptionnel. Donc s'il y a une idée de résistance, mais il y en a plein d'autres, hein, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou ailleurs, vous avez des gens admirables à Gaza ou dans les milieux israéliens, de gens qui refusent de rentrer dans la dialectique de la violence, de l'affrontement, de la répression et des attentats. Et ça, je trouve ça formidable. Ça, je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui continuent de se battre comme ça. Et je me dis que nous, on est dans un milieu, on est dans un monde d'opulence, de confort, et qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Merci de nous avoir secoué un petit peu, Claude Sérillon. D'avoir été pompeux peut-être. Extrait d'un article signé Robert Badinter dans un numéro du Nouvel Observateur de mars 2006. Des 3 fonctions assignées à la prison depuis la Révolution, enfermer, punir et amender, depuis 2 siècles, seules les 2 premières ont été remplies. Les prisons demeurent, après 1 siècle et demi de république, des lieux indignes. Un archipel noir où, malgré les efforts de personnes dévouées, règne encore l'entassement des détenus en maison d'arrêt, la détérioration mentale et physique de prisonniers, la violence et le taux de suicide le plus élevé d'Europe, le manque de préparation et d'accompagnement à la libération. La prison républicaine porte en elle son échec, toujours renouvelé et toujours accepté. Claude Sérillon, le scandale des prisons françaises, c'est le thème que vous avez choisi, c'est votre coup de gueule, avec cette particularité d'être la patrie des droits de l'homme et l'un des pays, on peut dire même en Europe et au monde, qui a les pires prisons. Puis on s'en fout totalement. Il y a un commissaire européen qui est venu, Gilles Robles, qui est venu, qui a fait un rapport, il devrait nous faire honte, on devrait se mettre sous la moquette. On fait comme si, bah oui, on va construire des prisons. Et c'est pas parce qu'on construira des prisons que ça changera. Il y a 60 000 détenus en France. Ils vivent dans des conditions, pour la plupart, mais indignes, exécrables. C'est inacceptable qu'on ait ça. Il n'y a que 51 000 places, alors. Et alors, à chaque fois qu'il y a une émission de télévision qui est faite, c'est-à-dire on repeint la cellule, on fait venir des trucs comme ça. C'est-à-dire on est dans un truc de fou, et personne n'ose en parler, parce que, évidemment, c'est pas très, sur le plan électoral, c'est pas terrible, quoi. Hein, on va pas se mobiliser beaucoup pour ça. Et ça devrait pas être, ça, justement, une grosse... moi, j'attends des partis, quels qu'ils soient, d'ailleurs, de droite ou de gauche, qui s'intéressent à ça, parce que c'est très révélateur. Vous savez, moi, je dis toujours, quand on va à l'étranger, il faut aller voir les hôpitaux et les prisons. Et on se fait à peu près une idée de l'état de la démocratie. Vous savez, si vous allez aux urgences en France et que vous allez dans les prisons françaises, et j'en pense certaines, mais pas très loin, d'ailleurs à Paris, à la Santé, mais il y en a plein d'autres, les Baumettes ou autres, c'est accablant. Mais accablant, vous avez honte. Et vous en arrivez à vous dire, mais pourquoi on met des gens là? D'autant qu'il y a à peu près 40%, un petit peu moins de 40% de gens qui sont en préventive là-dedans. Exact. C'est pas tous des innocents, c'est pas des enfants de cœur, hein, faut pas être naïf là-dessus. Mais ne serait-ce que s'il y a une personne innocente, ne serait-ce que s'il y a une personne qui va obtenir une relaxe ou un non-lieu, c'est pas acceptable qu'on continue là-dessus. Et donc, ce serait bien que ça soit au centre de la future bataille électorale. Si ce n'est au centre, en tout cas, parmi les éléments forts, qu'on se dise, arrêtons d'avoir ces prisons. Les communes n'en veulent pas. Faites un petit sondage, allez voir, est-ce que quelqu'un veut, à côté de sa maison, qu'on construise une prison? Certainement pas, il ne veut pas de ça. On nie le problème. Alors, on ne peut pas à la fois vouloir plus de sécurité, à la fois dire il faut que la police fasse son boulot, et puis dire il ne faut pas y ait de prison, ou en tout cas qu'on ne les voit pas. Voilà, mettons dans des catacombes, mais c'est indigne. Moi, j'ai honte quand je passe à côté d'une prison, je me dis de dire qu'il y a des gens qu'on retient et qui vivent dans des conditions, mais vraiment pas acceptables. Et c'est ces conditions-là qu'on dénonce en Afrique ou ailleurs, en disant, regardez, ces pauvres pays, comment ils traitent leurs gens. Mais nous, on ne fait pas mieux. Mais alors, est-ce que ce n'est pas d'abord un état d'esprit qu'il faut changer en termes, par exemple, à quoi sert la prison? Est-ce que ça sert uniquement à punir? Vous savez, ou est-ce que ça Foucault sert avait aussi écrit en son temps un livre formidable qui s'appelait « Surveiller ou punir ouais. ». Moi, je crois qu'il y a certainement des alternatives à la prison. Les juges sont un peu feignants là-dessus, d'ailleurs, parce qu'ils ont les moyens de ne pas prononcer les peines de prison, mais des peines alternatives. Peine de travail, choses comme ça qui peuvent se faire. Ça existe, ça. Mais vous savez, ce problème, il est récurrent dans toutes les sociétés occidentales. Hein. Aux États-Unis, il y a 2 millions de personnes en prison. 2 millions. Vous vous rendez compte? Et des gens qui, parce qu'ils ont été récidivistes, sont condamnés définitivement et ne sortiront plus jamais. Donc ce problème-là, qui est le problème des pays riches d'ailleurs, hein, qui éliminent ce qu'ils estiment être la plèbe ou le cancer ou tout ce qu'on voudra, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait d'urgence commencer à réfléchir pour modifier les choses et en tout cas plus avoir cette situation des prisons en France. Il y a un chiffre qui est très alarmant, c'est le taux de suicide dans les prisons en France. 3 tentatives de suicide dans les prisons françaises et 3 débuts de grève de la faim. Ça donne un suicide effectif tous les 3 jours. C'est énorme.
Ah oui. Et tout ça, il ne faut pas oublier que c'est géré par un personnel qui, voilà, il y a des crétins partout, hein, chez les journalistes et chez les matons, hein. Mais c'est un personnel, moi j'en connais quelques-uns dans des prisons, dans des centrales. C'est quand même pas évident d'avoir géré ça, parce qu'on leur demande de gérer cette situation et de la fermer, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller s'exprimer, hein. Et je trouve vraiment, encore une fois, que c'est politiquement inacceptable. Pour tous les prisonniers qui nous regarderaient éventuellement, on va leur offrir un petit espace de liberté, si vous êtes d'accord, avec quelques lignes de René Char. Alors expliquez-nous déjà, voilà, pourquoi alors, René Char? Bon, de temps en temps, je cherche dans des bouquins que j'ai pu avoir quand j'étais étudiant ou scolaire des poésies, et souvent il y a des textes qui tout d'un coup me parlent. Dans la petite phrase que j'ai mis en exergue du livre que j'ai fait, c'est une phrase de Mallarmé, et j'aime bien cette phrase-là. Mon rêve s'est brisé. D'Apollinaire. Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire. Voilà, d'Apollinaire. Dans Alcool. Dans Alcool. J'aime bien cette phrase-là. Et là, ce texte de René Char, c'est Les Matinaux. La sagesse est de ne pas s'agglomérer, mais dans la création et dans la nature commune, de trouver notre nombre, notre réciprocité, nos différences, notre passage, notre vérité, et ce peu de désespoir qui en est l'aiguillon et le mouvant brouillard. Pour moi, c'est l'idée qu'on est multiple. On vit tous sur Terre à un moment, on a un passage qui dure 80, 85 ans. Ça suppose que, effectivement, on est souvent dans des désespérances, dans des angoisses, comme ça, parce que c'est compliqué de vivre ensemble, parce qu'on est dans le brouillard, on est dans l'incertitude, mais en même temps, c'est une richesse formidable. Et j'aime bien cette idée qu'un poète ait pu le résumer comme ça. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux prisonniers qui nous regardent éventuellement? Oh, c'est compliqué parce qu'on n'est pas à leur place. Moi, j'ai pas vécu ça. Non, je pourrais rien redire. Voilà, j'essaie de rester attentif à cette situation-là, c'est tout. Et je souhaiterais que plus de gens le soient. Eh bien, une fois de plus, vous nous avez un peu secoué en nous éveillant à ce problème-là. C'est vrai, ça fait régulièrement la une des journaux et puis finalement, ça passe et on oublie. Tout à fait. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Merci à vous. Juriste, écrivain et homme d'État français, il devient avocat après des études de droit et entre au Parti socialiste. Lors de l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981, il est alors nommé ministre de la Justice, se consacre à la réforme du Code pénal et fait voter l'abolition de la peine de mort. S'il est ensuite devenu président du Conseil constitutionnel, puis élu sénateur des Hauts-de-Seine, son poste actuel, c'est sans aucun doute son combat pour l'abolition de la peine de mort qui restera dans l'histoire. Il ne peut y avoir de justice qui tue sans se renier elle-même, dit-il. Avis sans doute partagé par mon invité qui souhaite lui rendre hommage. Lui, c'est Robert Badinter, évidemment. Et j'imagine que vous voulez lui rendre hommage par rapport à ce combat, notamment contre la peine de mort. Dans les privilèges de ce métier, c'est quelquefois de rencontrer des gens qui vous impressionnent et pour lesquels vous avez à la fois beaucoup de respect intellectuel et une forme d'affection. Donc je dis, c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'affection. Moi, je l'ai connu, j'étais chroniqueur judiciaire, j'ai connu en 76. Tout début de votre carrière, là. Ouais, en 76, au moment du procès de Patrick Henry à Troyes, j'ai vu le courage de cet homme. J'ai vu son travail, la manière très précise, très méticuleuse avec laquelle il a pris le dossier. Il s'est battu avec le bâtonnier de Chaumont. Je l'ai entendu plaider. C'est un souvenir que j'ai encore dans les oreilles, que j'ai encore en vue. Je revois sa silhouette, sa capacité justement de violence intellectuelle pour essayer de convaincre les jurés les uns après les autres. Et puis ensuite, je l'ai suivi dans plusieurs procès où effectivement il allait défendre des gens qui à chaque fois risquaient leur tête. Donc j'en ai conçu une admiration. J'étais, je crois, par ma nature intellectuelle ou culturelle, plutôt contre la peine de mort, et je me suis beaucoup engagé pour ça à une certaine époque, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et j'ai eu donc la chance d'accompagner ce combat qu'il a mené. Et puis après, ça c'est le privilège, on s'est toujours fait signe. Quel qu'ait été son poste, quand il était garde des Sceaux, quand il n'était plus rien et tout, on se voit régulièrement. Et j'en conçois je suis très fier de cette relation. Je trouve que cet homme qui ne lâche pas, qui ne lâche rien au nom du droit, qui s'est battu pour la justice pénale internationale, qui se bat maintenant pour les prisons, qui va partout dans le monde où on lui demande pour rédiger des constitutions, pour aider à ce que le droit avance. C'est-à-dire qu'au fond, pour que l'équité
soit plus grande. Je trouve que c'est assez admirable et puis ça donne envie, effectivement, quand on a des petits relâchements et quand on est journaliste et qu'on succombe quelquefois peut-être à un système de paillettes, se dire qu'il y a un travail de fond, qu'il faut travailler les textes, qu'il faut les lire, qu'il faut chercher justement dans un sens de justice et d'intérêt pour le plus grand nombre. Et je trouve qu'il fait honneur à la République, il fait honneur justement à la démarche intellectuelle que nous devrions tous avoir, notamment les journalistes. Vous en parlez comme un peu un maître, comme on peut dire un maître spirituel, ou un maître à penser, ou un modèle. Non, parce que je ne suis pas très comme ça, mais ouais, c'est quelqu'un pour lequel j'ai de l'admiration. Je me dis que la rigueur, là, il est presque trop rigoureux, parce que lui, il adore les haricots verts, les carottes râpées, et les steaks grillés. Mais c'est un personnage entier, quand même. Et alors, pour dire une anecdote, c'est-à-dire que quand déjeunions ensemble au ministère de la Justice, j'avais droit à un verre de vin, mais maximum, parce qu'il est il est un peu janséniste sur certaines choses. Mais non, vraiment, je suis assez fier d'avoir entretenu cette relation avec lui. Et puis, je trouve qu'on devrait plus souvent l'écouter, y compris notamment chez ses camarades de gauche là, qui ont tendance à dire oh là, c'est encombrant, il nous emmerde avec ses histoires de droit, quoi. Parce qu'effectivement, c'est pas réclamer une lecture rigoureuse des textes, réclamer que la liberté, ça soit une chose fondamentale, et que effectivement, on soit moins obsédé par la répression que par la prévention, c'est compliqué dans la mode générale. Donc, je trouve qu'il a. Il a des combats qui ne sont pas sexy, entre guillemets. Pas très paillettes. C'est exactement le mot. Quelquefois, c'est pas très sexy. Quoique cet homme ait belle allure. On a parlé de la valeur de la résistance. Ça pourrait être une incarnation pour vous de cette valeur. Oui, je crois. Vous savez, c'est l'histoire de cet homme quand même dont le père a été arrêté par Klaus Barbie à Lyon. Et son père sera déporté. Cet homme, il est garde des Sceaux et c'est lui qui sera le garde des Sceaux qui fera revenir. Enfin, c'est grâce ou sous lui que Barbie va revenir. Donc c'est aussi tout un pan de l'histoire. C'est aussi toute une manière de dire on ne doit pas laisser les crimes impunis. On doit se battre pour que le droit triomphe. Donc de la même manière qu'il faut se battre contre Guantanamo et le scandale qu'est Guantanamo, cette prison américaine où c'est des zones de non-droit, et bien Badinter s'est battu avec beaucoup d'autres dans le reste du monde pour qu'il y ait un peu plus de justice. Au fond, il n'avait rien pour ça, parce que c'est quand même un grand bourgeois, c'est un avocat homme d'affaires, gagnait formidablement bien sa vie. Il aurait pu se désintéresser complètement. Il n'a pas besoin de ça. Honnêtement, il n'a pas besoin de ça. Et il passe son temps à aller, même à son âge, comme il dit, qui commence à être vénérable, il passe ses nuits au Sénat pour se battre sur des textes de loi. Et je trouve ça, oui, moi j'ai de l'admiration pour lui, oui. Vous aimeriez le voir revenir à un plan politique plus... Non, parce que je suis pas sûr que, d'abord, je suis pas sûr que les combats politiques qui sont pour l'essentiel des combats électoraux soient tout à fait faits pour ce genre de personnes. Non, c'est bien justement qu'il y ait des gens qui sont des repères pour nous. Et on se dit, bah tiens, là, j'ai pas assez travaillé. Je me rappelle sur le débat sur la Constitution européenne, c'est passionnant parce que il avait une lecture, il était, je crois, pour le oui, il y avait des gens qui étaient pour le non, et il y avait un travail de fond. Encore une fois, il y avait un travail, il y avait une envie de débattre, une idée de progrès. Et c'est ça qui est stimulant. C'est très, très stimulant quand vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, non, attendez, vous l'avez mal lu. Vous dites, ah oui, c'est vrai, tiens, il faut que je fasse un effort. Et je trouve ça formidable, cette idée-là. Je trouve ça formidable parce qu'encore une fois, surtout quand on est dans le milieu où j'étais à l'époque, où je suis encore un peu dans le milieu journaliste, des médias et autres, bon, bah, un clou chasse l'autre. L'actualité, ça va vite, donc on ne fait pas toujours très attention. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui tire en disant, attends, il faut vérifier. Et quand est-ce que l'écrivain Claude Thériault va consacrer peut-être une biographie ou un livre d'entretien, en tout cas, avec Robert Badinter? Je sais pas, il a déjà beaucoup écrit, il est très très pris. Peut-être qu'un jour je ferai, d'ailleurs, ça reste toujours une idée, mais non, il faut lire son excellent livre sur Condorcet, par exemple. Il l'a fait avec sa femme. Moi, ça fait partie des personnages, je trouve, de l'histoire formidables, très intéressant, Condorcet. Oui, mais c'est des démarches comme ça. Mais vous savez, je vais publier un livre dans 2 mois, là, sur les années 70. Donc j'ai fait ça aux éditions du Chêne. Et ça m'a permis justement de revoir, y compris le procès de Patrick Henry, où j'étais, qui était un procès quand même extrêmement dur, extrêmement violent. Les gens lui crachaient dessus. Il a fallu un courage physique à Badinter pour faire ça. Et à d'autres. Donc il y aura déjà un petit hommage à Badinter dans
Oui, dans oui, le livre. oui, je ne renie pas mes fidélités. Bon, ben, on va quand même lui dédier cette conversation, quand même. Voilà, tout à fait. À Robert Badinter. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Merci. On peut considérer l'enfance de manière presque ironique et désabusée, comme le fait Milan Kundera dans L'Identité, en donnant sa définition de l'enfant. Enfant, existence sans biographie. Définition qui a le mérite de laisser l'avenir ouvert à tous les possibles. Et puis on peut aussi parler de l'enfant de façon très poétique, comme Victor Hugo dans Les Feuilles d'automne. Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est là. Enfant, promesse d'une vie, une vie qui a commencé à Nantes en 1950, en ce qui vous concerne. Claude Sérillon, elles vous ont plu, mes petites citations? Ah oui, c'est bien. Moi, j'ai eu une enfance formidable. Oui. Oui. On avait 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Vous étiez à quel rang? J'étais le 2e. Je suis toujours le 2e. Ça n'a pas changé. J'aurais bien me passer devant, mais ma sœur aînée ne voulait pas. Et non, c'était bien. Moi, j'ai que des souvenirs heureux de mon enfance. D'abord, j'ai passé beaucoup de temps de mon enfance auprès d'un parrain qui était maréchal Ferrand. Donc, j'ai vu ferrer des bœufs, des chevaux, j'allais dans la forge et tout. Ça a été toute mon enfance à la campagne, à côté de Nantes. Donc ça, c'est des souvenirs magnifiques et puis rares, parce que voilà, c'est disparu tout ça. L'ambiance à la famille, on s'entendait bien, quoi. Mais on est à la fois très indépendants, c'est-à-dire que mon frère est à Saint-Nazaire, mes 2 sœurs sont à Nantes. On se voit, mais pas beaucoup, mais on n'a pas besoin de beaucoup se l'amour est là. voir. Mais voilà, il y a une vraie affection, il y a un lien. Bon, moi, je suis un peu parti côté saltimbanque, donc j'ai une vie un peu différente des autres, mais voilà, c'est curieux, mais moi, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'ai des jolis souvenirs. Tant mieux. J'ai des souvenirs de jardin. Par exemple, mon père nous donnait un carré de jardin chacun à faire. Donc, j'ai appris à bêcher, à planter. Alors, chacun plantait ses trucs. Il y en avait qui mettaient des fraises et d'autres qui mettaient des pommes de terre, quoi. Mais c'était, c'est des jolis moments. Et bon, mon papa était préparateur en pharmacie, donc on peut pas dire qu'il y avait beaucoup de sous. On a mangé souvent des châtaignes, des pommes de terre, des galettes. Dans les galettes, on faisait des galettes en Bretagne. Bien sûr. C'était Nantes, c'était à peine en Bretagne. Mais c'était heureux. On partait en vacances en Ardèche, dans le pays de mon père. Et on mettait 11 heures en train pour y aller avec une malle. Mes parents devaient être héroïques, parce que les 4 devraient hurler. On devait hurler dans les trains, comme ça devait être insupportable. Mais bravo. Non, c'est une jolie famille. J'ai des parents... moi, souvent, je dis c'est des parents très intelligents. Ils nous ont laissés très libres. Ils n'ont jamais jugé. Ouais, on a eu des hauts et des bas dans nos vies respectives, chacun. Et ils ont toujours été extrêmement tolérants. Ils n'ont jamais fait de reproches. Je trouve ça formidable. Et quel caractère vous aviez, enfant? Déjà assez indépendant, déjà assez... Oui. À l'école, j'avais souvent insolent. Insolent, bavard et insolent. Mais je n'étais pas un mauvais élève. J'étais plutôt dans la bonne moyenne, donc ça passait, quoi. Un bon garçon, quoi. Pas sûr, non, un peu le mec qui râle, qui est machin, qui est têtu, un peu, ouais. Non, mais voilà, non, je crois que je devais être assez vivant, on va dire. On comprend bien ce que vous entendez par vivant. Avec déjà l'idée de faire du journalisme assez tôt? Non, c'est venu en 68. Vous choisissez vos dates. Bac, j'ai fait Hippocagne, et puis en fait j'ai répété très vite sur la fac, et c'est ces moments-là où ça m'a intéressé. L'actualité m'a intéressé. Vous aviez 18 ans en 68. Ouais, les gens m'intéressaient. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire ce métier, mais pas du tout avant. Et 68, justement, à 18 ans, vous l'avez vécu comment? Curieux, j'étais pas militant, hein, j'ai jamais été militant, donc j'étais ni Mao Spontex, ni au PC, ni à droite, ni chez les gauchistes. J'étais un peu curieux de tout, je participais. Dès qu'il y avait un peu le désordre, j'aimais bien. J'aimais bien le désordre, moi. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que le désordre était assez fécond. Je me méfie de l'ordre. L'ordre est quelque chose qui me glace un peu. Je sais qu'il en faut, je sais qu'il y a des organisations à avoir pour le travail, pour faire tout ce qu'on fait, mais j'aime bien l'idée du désordre parce qu'elle est, vous voyez, encore une fois, elle est riche. Parce que quand ça bouillonne, quand ça bouge un peu, quand on est surpris et tout. Donc, ouais, mais ça m'a obligé à me réveiller, certainement. Ça nous donne une idée de l'état de votre bureau. Je ferme la Non, alors parenthèse. ça, rien sur un bureau, moi, il n'y a jamais rien.
Je garde pas. Non. Je suis pas du tout. J'entasse pas beaucoup de choses. Et on a bien compris que vos parents vous ont transmis de l'amour, de la joie de vivre aussi. Et quelles valeurs vous ont-ils transmises exactement à vous et vos frères et sœurs? Je crois une très grande capacité de, comment dirais-je, de tolérance des autres, des différences, c'est-à-dire ne pas juger. J'essaie de ne pas juger. J'ai des convictions, j'ai des choses comme ça, mais j'essaie de ne pas juger. Il y avait cette phrase dans La condition humaine où Malraux écrit « Juger déjà, c'est ne pas comprendre ». Et mes parents ne jugent pas. Voilà, ils sont tristes, ils sont gais, ils trouvent que ce qu'on fait est bien ou pas bien, mais ils ne nous jugent pas. Et donc ça oblige à... Je crois que c'est de l'intelligence, tout bêtement. C'est de l'intelligence, tout bêtement. Mais Voilà. ça a modelé un peu le journaliste que vous êtes devenu, vous pensez? Oui, sans doute. Oui. Puis le côté refus de se laisser avoir aussi, et puis pas se laisser impressionner, pas se laisser humilier. Moi, j'ai vu quelquefois mon père un peu humilié, parce qu'on était dans la petite classe, donc alors les classes supérieures, elles vous humilient toujours. Donc, oui, pas se laisser humilier, pas se laisser avoir, ça demande de travailler, ça demande d'être digne, et puis voilà. Mais c'était pas... Honnêtement, encore une fois, j'ai pas de mauvais souvenirs, moi. Peut-être que je les ai gommés, d'ailleurs. Hein. L'odeur de l'enfance, ce serait quoi? Le riz au lait. Ah Oh, c'était formidable. Le riz au lait. Oui, il y a ça, puis les odeurs de forge et du parrain. De mon parrain, oui. Ouais. Et si vous pouviez rencontrer le petit Claude Sirion, à l'âge de 7, 8, 9 ans, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? Ça, c'est une drôle de question. J'arrive à vous faire caler sur une question. Je crois que c'est la première fois depuis le début de l'émission. Ouais. Je ne sais pas ce que je lui dirais. Mais non, parce que je ne sais pas si on doit dire quelque chose à un enfant. Enfin, on doit essayer de le guider, des trucs, mais faut se cabosser un peu. Faut un peu se faire mal quelquefois. Faut un peu avoir des échecs, faut avoir des ruptures, faut avoir des choses pour avancer. Donc, faut faire son chemin tout seul. On le fait tout seul, de toute façon. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit ce bouquin autour de solitude. C'est que je crois qu'on est tous dans nos démarches solitaires. Alors, on est accompagné par amour, par tendresse, une famille, un amant, une amante, une femme, un mari, mais on est quand même très... on est très seul. On sait qu'on a un moment de vie à accomplir, donc il faut essayer de le faire le moins mal possible. Mais forcément, on se bute un peu. Donc dire à un enfant fais ci ou fais ça, c'est d'abord il va peut-être faire le contraire, parce s'il est un peu curieux. Si on vous dit c'est chaud, faut pas toucher, vous allez toucher quand même. Donc en clair, vous lui diriez débrouille-toi, tu verras, ça se passera bien. Fais ce que tu deviens, ou je sais plus. Vous voyez, une phrase un peu comme ça, c'est-à-dire que deviens ce que tu es, ou deviens ce que tu es. Oui, je sais pas. Je crois on tâtonne. On tâtonne. Moi, je sais pas. J'ai participé à l'éducation d'un enfant. C'était pas directement le mien, mais c'est devenu le mien. J'ai été nul sur plein de trucs, certainement. Mais on tâtonne. Je sais pas. Moi, les idées toutes faites sur l'éducation, je suis toujours assez ébahi par les parents qui disent faut faire ci, faut faire ça. On sait rien. On se plante beaucoup. Non? Oh, aussi. C'est pas moi qui vais vous contredire. Merci beaucoup, Claude Sirion. Tout chrétien doit accepter d'être l'homme de l'inquiétude, sans repos acquis définitivement, et de la vulnérabilité. L'inquiétude de celui qui ne renonce pas à chercher du sens, de celui qui reste un homme de la marche, du cheminement, de l'exode. L'inquiétude de celui qui guette l'aube, non pas dans la peur, mais avec au contraire un profond et mystérieux sentiment de confiance. Ce sont des paroles de Jean-Pierre Longeat, c'est l'abbé bénédictin de l'abbaye de Ligugé. Et dites-moi si je me trompe, Claude Sirion, mais j'ai l'impression que même si vous n'êtes pas catholique pratiquant, etc., ça vous parle quand même. D'être un homme du cheminement, de l'exode, oui, de l'inquiétude. De toute façon, la phrase, d'ailleurs, moi j'enlèverais juste une chose. Au lieu de dire tout chrétien, je dirais tout homme. Tout homme. Hein, non, moi j'ai reçu une éducation catholique, mais je ne suis pas du tout croyant. Vous n'avez jamais été croyant, ça n'a jamais... Si, jusqu'à 12 ans à peu près, voilà, ça s'est arrêté. Maintenant, j'ai des convictions très, très opposées, c'est-à-dire je crois beaucoup à la science, je crois beaucoup à la connaissance, mais je ne crois pas à un Dieu ni à une divinité. J'ai eu cette expérience de travailler avec Hubert Reeves
Pour la nuit des étoiles. Pour la nuit des étoiles. Donc Pendant tout d'un coup, vous vous mettez à réfléchir à l'infini et au monde dans lequel nous sommes. Et ça vous conduit d'abord à essayer de deviner comment on en est arrivé là. Comment vous avez cette apparence de femme et moi une apparence de mec. Au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait rien. C'était une boule pleine d'eau. Et puis, par le Big Bang, par l'évaporation de l'eau, la proximité du soleil et tout, il y a eu des terres, donc il y a eu des petites bactéries, des petits machins, puis ça s'est transformé. Et puis il y a des petites bêtes qui ont couru comme ça. Et puis c'est devenu des animaux, et puis ils sont relevés, c'est devenu des hommes. C'est-à-dire vous pouvez raconter toute l'histoire comme ça. C'est infiniment plus complexe que ça, mais bon, voilà. Il y a ça. Il y a toute la réflexion avec Hubert sur qu'est-ce que c'est que l'infini. L'infini, mathématiquement, il existe, si j'ose dire. Hein. On essaie de le calculer, on sait que notre univers serait à peu près comme ça. Ça veut dire quoi quand vous y réfléchissez? Parce que vous dites, oui, mais au bout, il y a quoi? Parce que vous cherchez toujours les limites, vous cherchez toujours quelque chose. Donc, ce que dit ce moine est formidable, parce que l'idée même de l'inquiétude. Alors, je transforme ça en curiosité, c'est-à-dire que je suis convaincu que nous avons effectivement un passage, nous n'avons qu'une vie, il y a un passage sur cette terre. Il faut essayer de la remplir la mieux possible, le plus fortement possible, notamment par la connaissance, par apprendre ce qu'est l'espèce humaine, ce qu'est le monde dans lequel on est, qu'est-ce que c'est les étoiles, le système solaire, les systèmes solaires, les milliards de soleils qui existent, les distances. Vous voyez ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? C'est-à-dire des étoiles qui meurent, et c'est des trous noirs, il n'y a plus rien. Mais ça existe quand même, c'est de la matière. C'est essentiel, ça. C'est de la matière. Est-ce que c'est pas l'amour qui est plus essentiel encore que la connaissance? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois que la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, c'est avoir envie de savoir qui est l'autre. C'est-à-dire la personne qui est en face de vous, c'est envie de savoir pourquoi ce monde fonctionne comme ça, pourquoi l'espèce humaine avance comme ça. L'espèce humaine d'aujourd'hui, elle ne ressemble pas du tout à l'espèce humaine d'il y a 5000 ans. On est bien d'accord? Bien sûr. Le reste, toutes les croyances et les différentes religions, pour qu'il y ait du respect, c'est-à-dire que je me souviens de conversations avec des amis mauritaniens en plein désert, alors ils n'arrivaient pas à comprendre que je ne sois pas croyant. Qu'ils admettaient très bien qu'il y ait des gens qui soient chrétiens, qui soient juifs, qui soient bouddhistes, encore que ce n'est pas forcément une religion. Même les animistes du Sénégal, ils les connaissaient. Mais ils ne comprenaient pas tout. Et donc, on a parlé de science, de connaissance et tout. Et au fond, on se rejoignait. Eux, ils avaient une connaissance intime, comme peuvent avoir des chrétiens, de l'existence d'un Dieu. Et d'une histoire, qui est quand même une histoire triviale, racontée dans des bouquins et tout. Mais ils ont cette idée-là parce que c'est une idée d'espérance, c'est une idée de deuxième vie, ou d'un au-delà, ou de quelque chose de différent. C'est peut-être d'ailleurs plus confortable, encore que je ne suis pas certain que ce soit confortable, mais en tout cas, c'est une démarche de connaissance, c'est la même que la mienne, pour essayer de savoir comment, pourquoi nous fonctionnons, pourquoi on aime ou on n'aime pas. Vous parlez d'amour, mais les mécanismes de l'amour. Qu'est-ce qu'on ramasse comme gamelle, quand même? On est amoureux, on n'est plus amoureux, on est aimé par quelqu'un, la personne s'en va, c'est des ruptures, c'est des trucs violents. Non, je préfère la démarche de connaissance, je crois. Un jour, vous allez, qu'on souhaite le plus tard possible, vous allez mourir, vous aussi. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Vous l'envisagez comment, cette mort? C'est rien après, ou malgré tout, vous avez un petit espoir, une petite espérance? Non, je crois... J'espère que mon passage aura permis des petites choses, aura fait avancer des petits trucs comme ça, voilà. Non, pas du tout. Moi, j'ai des idées pour des générations à venir. Je suis plus... les idées terrestres. À travers les gens qui vont suivre, à part les gens qui vont naître là cette année, qu'est-ce que ça sera leur vie dans 50 ans? J'essaie d'imaginer le monde. Et je me dis, ma responsabilité de citoyen, d'homme comme ça, c'est d'essayer de fabriquer les bases d'un monde qui leur permettra de vivre à peu près convenablement. Donc c'est plus une démarche, vous voyez, de terrien, d'espèce humaine. Je suis là. Je pense que si nos progrès, si nos connaissances en matière de maladies, de réparation, de génétique ou autre, permettent effectivement que le monde avec 6, 7, 8, 10 milliards de gens arrive à être un peu mieux pour ceux qui y vivront, ben on aura été dans une chaîne qui sera un peu avancée. Le reste, c'est un gigantesque mystère. Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres espèces dans le reste du monde? Enfin, tout. Comme dit Hubert Reeves avec son accent inimitable,
J'ai des doutes. Mais c'est pas mal d'avoir des doutes. Hein. Je pense que forcément, moi, j'ai des doutes, j'ai des interrogations, mais c'est une démarche de connaissance. Si coup de Trafalgar, Dieu existait quand même et que donc vous mourrez, vous êtes amené à le rencontrer, ça va se passer comment à votre avis? Vous avez déjà imaginé la scène? Non, j'ai toujours retenu cette phrase. Vous savez, quand Bernard Pivot posait cette question à la fin, il avait dit, c'était au peintre Soulages. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Soulages. Et donc, si Dieu existe après votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Et je fais mienne sa réponse, la réponse de Soulages. Il avait dit, faites comme si je n'existe pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de dérision et d'humour là-dessus. Non, mais je suis pas dans ce genre de démarche. Encore une fois, je suis dans une démarche de vraie solidarité humaine. Je pense qu'on a... L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui, quelquefois si. Quelquefois, vous savez, les dérives intégristes auxquelles on assiste, c'est quand même ça. C'est qu'on nie l'espèce humaine, donc on la détruit par des attentats. On l'humilie, on l'opprime. Mais les dérives intégristes, ça ne résume pas toutes les religions non plus. Et surtout pas le cœur des religions. Quand vous regardez l'histoire, vous croyez que les croisades, vous croyez que les conquérants hispaniques en Amérique du Sud, vous croyez que ce qu'on a fait dans certains pays africains, vous pensez qu'on honore l'islam en faisant les dérives actuelles. Je ne suis pas sûr que les militants intégristes juifs en Israël fassent des choses formidables. Ça me terrifie. Parce que justement, le discours décalé. J'ai lu pas toute la Bible, mais j'en ai lu une bonne partie. J'ai lu quelques sourates du Coran, parce que justement, ça m'intéresse de savoir pourquoi on rentre là-dedans. Quelle déviation, quelle perversion que les hommes ont fait de ça. Parce que justement, ils ont sans doute l'idée, c'est pas grave, allez, on fait des martyrs et puis plus tard, ils verront bien. Mais vous savez, il y avait eu cette photo d'une très très jeune femme, très jolie femme, qui est devenue, qui s'est fait exploser, qui a dû tuer 25 personnes dans un bar à Jérusalem. C'est glaçant. On nie l'espèce humaine, et on dit, plus tard on se retrouvera là-haut. Non, c'est pas possible, c'est inacceptable. On pourra évidemment en parler à loisir et à loisir. Je vous remercie en tout cas d'avoir donné votre avis, d'avoir expliqué la place de Dieu dans votre vie. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Merci à vous. Citation de Jean Cocteau, extrait du Coq et l'Arlequin. Le tact dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Alors, forte de cette citation, je vais voir jusqu'où je peux aller trop loin avec mes petites questions. Claude Sérillon, je vais commencer tout doucement pour ne pas vous sécher tout de suite. En vous demandant par exemple quel est le livre que vous relisez sans cesse, quel est votre livre préféré, votre livre de chevet. Il n'y en a pas? Non, pas du tout, non. Ça m'est arrivé de relire Jules Verne, ou des classiques, Balzac ou des pièces de Molière, mais autrement, non. Là, en ce moment, je suis en train de lire le Urania de Le Clésio, que j'aime beaucoup, et je viens de lire un livre exceptionnel qui s'appelle Romanzo Criminale, et c'est un gros livre aux éditions Métayer qui est écrit par un magistrat qui raconte, il y a un film d'ailleurs qui sort là-dessus, qui raconte les liens entre la mafia, les brigades rouges, la CIA, le gouvernement italien au moment de la mort d'Aldo Moro. C'est exceptionnel. Très beau bouquin. Voilà. Eh bien voilà quelques conseils de lecture. Vous avez un personnage historique favori? Historique favori? Non, peut-être Condorcet, parce que j'aimais ce personnage, mais on ne peut pas dire un personnage historique favori. Non, peut-être laïcien, l'aventure. C'est quand même sa première république laïque qui s'instaure. Ils abolissent l'esclavage. Ah, Toussaint l'ouverture, oui. Toussaint l'ouverture. Là, j'aime bien, oui. Vous avez une minute de silence à consacrer. À qui ou à quoi la consacrez-vous? On monte en grade, hein. Une minute de silence consacrée à quoi? Au silence, peut-être, d'ailleurs. Je consacrerais peut-être une minute de silence au silence. C'est bien, c'est apaisant, le silence. Hein, vous êtes... oui, alors, tout dépend si on fait silence en fermant les yeux ou si on fait silence en regardant quelque chose. Attention, ça va ressembler à une prière, hein, pour quelqu'un qui est athée. Ah ouais, d'accord. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Les démons que les années n'ont pas assagis. Ah, il y en a bien quelques-uns, au moins. Oui, de me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Ouais. C'est journalistique, ça. Ouais, ouais, oh, quelquefois je ferais mieux de me taire. Avez-vous un rêve inachevé? Ah oui, plusieurs, oui. On peut en citer un ou deux, par exemple? Oui, oui, il y a des rêves de trouver un lieu qui me plairait, peut-être plutôt à la campagne, au milieu des arbres, oui, il y a ça. Il y a des rêves de rencontres, ou de retrouver des gens que j'ai profondément aimés. Oui, oui, il y a des rêves, oui. Quelle a été votre plus belle réussite? La plus belle réussite. C'est orgueilleux, ça, hein, quand même. Est-ce que j'ai une plus belle réussite? Ce qui vous a rendu le plus heureux, alors? Oh, globalement, c'est plutôt ma vie, quoi. La vie personnelle que j'ai ouais, c'est une jolie réussite, ouais, je trouve. Et votre plus grosse erreur? Il y en a des tas. Hein. Ma plus grosse erreur. Je sais pas. Je sais pas. Non, c'est pas des grosses erreurs, d'ailleurs. J'ai fait des erreurs tactiques. J'ai fait des erreurs tactiques. J'aurais peut-être dû être un peu plus tacticien. Voilà. En termes de carrière? Ouais, voilà. Et oui, c'est professionnellement que je parle, ça. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait de grosses erreurs. Vous avez une devise qui vous guide? Ou une phrase que vous aimez bien, que vous vous répétez à l'envi? Ouais, je dis souvent on n'a qu'une vie. Ce qui est très moteur pour moi. Parce que je me dis on n'a qu'une vie, donc il faut que j'en profite et il faut que je fonctionne beaucoup sur le désir, sur l'envie. Donc oui, j'ai ça plutôt, oui. Est-ce que, jusqu'ici, votre vie est une vie réussie? Oui, je crois. Honnêtement, oui, je crois. Je crois que c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà, je sais pas, je ferai le bilan peut-être le dernier moment, mais ou même pas, on le fait pas d'ailleurs. Oui, oui, oui. Ça vous convient? Bon, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que ouais, j'ai fait des choses intéressantes. Peut-être que je me suis débrouillé. C'est embrouillé tout ça. C'est embrouillé, mais c'est pas mal. C'est pas. Et vous? Ah, moi ça va, mais c'est moi qui pose des questions. Ah ouais. D'ailleurs, la dernière, pour terminer notre émission, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Claude Sérillon? Bon, je souhaite d'abord que ce livre puisse trouver ses lecteurs. Donc ça, parce que quand on sort un livre, on est toujours un peu ému. Enfin, moi, même si c'est pas le premier, à chaque fois, ça me trouble beaucoup. Parce que c'est un objet, voilà, c'est arrivé, c'est là. Et puis, peut-être de retrouver une activité journalistique, oui. Ah, ben ça, on vous le souhaite aussi. Ben, c'est beaucoup. Gentil. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir rendu visite dans VIP. On est très fiers. Et on espère vous revoir à l'écran. Je vais continuer de réfléchir à vos questions. Très bientôt. J'ai peut-être encore des réponses à vous trouver. Oui, oui. Hein? Puis je les transmettrai aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Au revoir. Au revoir.